Salam alaikum les ikhwan, marhaba bikum في هاد la vidéo جديد concernant la deuxième partie de biologie végétale اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله دي كي سي ام دو موديول دو لا فلوريستيك اس 4. فقبل ما نبداو هاد لا فيديو الا كنتي اول مره كتشوف هاد المحتوى هذا وجاك مناسب ما تنساش تشترك في القناه وفعل جرس التنبيه باش يوصلك كل جديد. لا دوزيام سيمستر ان شاء الله غادي ندير دي كي سي ام دي زيكزيرسيس سو فورم كي سي ام ديال la biologie végétale et la géologie et de la génétique. Donc نبداو على بركة الله. Donc l'exercice numéro 1, l'organogénèse florale il se met à la régulation d'un système de gènes homéotiques connu sous le nom de MADS box. Le document numéro 1 il représente les domaines d'expression du gène ABC. Chez la fleur normale, la formation du pièce florale dépend de l'expression de trois gènes, la gène A et les. Donc pour le document numéro 2, il représente deux fleurs d'Arabidopsis thaliana. Donc cette plante il est utilisée comme modèle de recherche scientifique de domaine de la biologie végétale et de la biotechnologie. Donc elle représente un diagramme floral. Ici, de chacune de deux fleurs, une fleur normale, voilà le diagramme floral, et une fleur mi-temps dite agamus. Donc le diagramme floral il est défini comme étant un résumé graphique de l'analyse florale aux projections théoriques de la fleur sur une plante perpendiculaire à son pédoncule. Donc pour la question numéro 1, chez les mutants agamus, on peut dire que les gènes B, C ne s'expriment pas, le gène C ne s'exprime pas, le gène B ne s'exprime pas, ou bien le gène A qui ne s'exprime. Donc, الاقتراح الصحيح هنا هو que le gène C ne s'exprime pas puisque on enregistre chez les mutants l'absence des étamines et des carpelles. Donc pour la deuxième question, à partir de l'étude de ces deux fleurs, on peut dire que chez les fleurs normales, le gène C inhibe l'expression du gène A, le gène B ne s'exprime jamais, le gène A inhibe l'expression des deux autres gènes, ou bien le gène C inhibe l'expression du gène B. Donc l'affirmation juste, c'est que le gène C inhibe l'expression du gène A. Donc pour la troisième question, pour une fleur normale, on peut dire que la présence des étamines est le résultat de l'expression du gène C seul, l'expression conjuguée du gène B, C, ou bien l'expression conjuguée du gène A et B, ou bien l'expression du gène B seul. Donc l'affirmation exacte, c'est que la présence des étamines est le résultat de l'expression conjuguée du gène B et C. Et pour le deuxième sujet, on va voir le processus de formation des fruits à partir des fleurs. Voilà ici une coupe de fleurs qui représente les pièces florales, les sépales, les pétales et les étamines, c'est l'organe mâle contenant du pollen. Et l'ovule, c'est l'organe qui est contenu dans le pistil. Donc, après la pollinisation, par les grains de pollen provenant d'une autre fleur de la même espèce, puisque le pistil ici il est plus long par rapport aux étamines. Donc les pistils donnant des fruits et des ovules après fécondation donnant les grains contenant le fruit. Donc pour la question numéro 1, la grain est issu de la transformation d'un ovule, d'un grain de pollen, de la transformation de l'ovaire, de la transformation du pistil. Donc la suggestion exacte est A. Donc pour la deuxième question, la pollinisation est assurée uniquement par le vent, correspond au développement du grain de pollen, correspond au développement du pistil, permettent le rapprochement des gamètes entre plantes fixées. Donc الاقتراح الصحيح هو la suggestion D. Pour la troisième question, le gamète mâle évolue en fruit
pénètre dans le pistil jusqu'à l'ovaire, évoluer en grain. Donc l'affirmation exacte, c'est que le grain de pollen contient 10 gametes mâles. Pour la quatrième question, les fleurs portant toujours des étamines et un pistil provient de la fécondation des ovules par le pollen, évoluant en grain après fécondation des organes reproductifs de la plante. Donc l'affirmation exacte, c'est qu'ils évoluent en grain après la fécondation. La fécondation chez les plantes se réalise dans le fruit, au sein de l'ovaire, à l'air libre, entre les grains de pollen et l'ovule. Donc l'affirmation, c'est qu'il se réalise au sein de l'ovaire. Donc voilà la troisième suggestion comme exercice. On va voir le mécanisme de la transgénèse. Donc la culture des plantes pour l'alimentation humaine, mais aussi l'habillement d'énergie, la médecine constitue un enjeu majeur pour l'humanité. Et donc la photo ici représente des variétés de carottes. Donc pour la question numéro 1, la sélection exercée par l'homme sur les plantes cultivées est un processus sauvage qui est commencé avec la découverte des gènes, exclusivement basé sur les techniques de métagénèse et de la transgénèse, permettant de sélectionner uniquement de façon empirique des caractéristiques semblables aux plantes sauvages. Donc, c'est que se réalise au départ à partir des espèces sauvages. Pour la question numéro 2, la transgénèse consiste à introduire dans le génome de la plante un ou plusieurs gènes provenant d'une autre espèce, à obtenir des organismes génétiquement modifiés après de multiples croisements, à croiser deux individus d'espèces différentes, obtenir des organismes génétiquement modifiés en le soumettant à des agents métagènes. Donc la transgénèse consiste à introduire dans le génome de la plante un ou plusieurs gènes provenant des autres espèces. Pour la troisième question, des plantes possédant de nouvelles propriétés pouvant être obtenues par la pollinisation d'une variété intéressante par des insectes, ou bien le croisement des variétés différentes et homozygotes pour obtenir des hybrides homozygotes, le croisement des variétés différentes et homozygotes pour obtenir des hybrides hétérozygotes, ou bien l'autopollinisation d'une même variété. Donc, c'est que le croisement des variétés différentes et homozygotes pour obtenir des hybrides hétérozygotes. Donc voilà ici ce schéma. Il représente les caractéristiques de la plante son rapport avec la vie fixée à l'interface sol-air dans un milieu variable au cours du temps. Donc il représente trois parties d'une plante supérieure. La partie aérienne, c'est un zone d'échange avec l'atmosphère. Et ces échanges-là sont réalisés par des estomacs ici. Et le système conducteur, qui est représenté par les vaisseaux de phloème, qui sont responsables de la transmission ou bien de transport des molécules organiques, ce qu'on appelle le sève élaboré. Et le xylème, il est responsable de transfert de l'H2O et des minéraux, c'est le sucre brut. Et la troisième partie, c'est la partie souterraine. C'est un zone d'échange avec le sol qui se réalise par les poils d'absorption. Donc la question numéro 1. Il possède des structures morpho-anatomiques qui lui servent de défense contre les prédateurs, comme par exemple, donc l'affirmation exacte, c'est les épines pouvant blesser l'animal. Donc pour la deuxième question, des systèmes conducteurs permettant les circulations de matière dans la plante,
comme la cuticule et les stomates qui transportent la sève brute et la sève élaborée, comme le phloème qui transporte le sève élaboré, comme le phloème qui transporte le sève brut, comme le xylème qui est parcouru par une circulation descendante du sève. Donc, اقتراح صحيح هنايا هو c'est que P comme le phloème qui transporte le sève élaboré. Et le xylème, c'est le système conducteur qui est responsable de transfert de la sève brute. Donc, la troisième question. Ils développent des surfaces d'échange de grande dimension avec l'atmosphère et avec le sol. Avec le sol, échange d'eau et d'ions, capture de la lumière, donc c'est faux. Avec l'atmosphère uniquement, donc c'est faux. Appelé parenchyme. Donc la suggestion exacte, c'est que des plantes développent des surfaces d'échange avec l'atmosphère via les stomates et avec le sol par les poils d'absorption. La quatrième question, on va voir que la reproduction sexuée de la plante nécessite souvent la collaboration des animaux. Dans cette partie, on va voir que l'épiderme protecteur recouvre les surfaces supérieures et inférieures de la feuille. Il est constitué le plus souvent par des couches uniques de cellules ne comportant généralement pas des chloroplastes, parfois couvertes par une couche protectrice externe, ce qu'on appelle la cuticule. Certaines cellules de l'épiderme peuvent se transformer en poils, et sur l'épiderme inférieur se trouvent les stomates. Ce sont des sortes de pores. Ici, vous voyez ici, ce sont des stomates. Ce sont des sortes de pores formés par deux cellules en formant de l'arécote qui lisse entre elles une ouverture variable, ce qu'on appelle les ostioles. Donc pour la première question, la légende numéro 6 correspond au vaisseau conducteur de la sève brute, au vaisseau conducteur de la sève élaborée, au vaisseau conducteur de la sève élaborée, phloème, ou bien les vaisseaux conducteurs de la sève brute, le phloème. Donc la suggestion exacte, c'est que la légende numéro 6, il correspond au vaisseau conducteur de la sève élaborée, le phloème. Donc pour la deuxième question, la légende numéro 4, ici, elle représente la chambre sous-stomatique. Donc pour la troisième question, la légende 7 correspond au parenchyme palissadique, à d'estomac, au parenchyme lacuneux, au vaisseau conducteur des sèves brutes et élaborées. Donc la légende numéro 7, il correspond, donc c'est le parenchyme lacuneux. Pour la quatrième question, la légende numéro 8, ici, elle représente l'épiderme inférieur, la cuticule, l'épiderme supérieur ou bien le parenchyme palissadique. Donc elle correspond au épiderme inférieur. Donc بالنسبة للسؤال الخامس, la légende numéro 1 correspond à l'ostiole, l'épiderme supérieur, un estomac ou bien la cuticule. Donc il correspond à la... Donc la morphologie des végétaux fixée est variable selon des conditions de l'environnement. La tige d'une plante poussant à proximité d'une fenêtre présentant une croissance orientée de telle manière que ses feuilles, lieu de réaction de la photosynthèse, se trouvant face à la lumière. Ce phénomène est appelé la phototropisme. On peut également l'observer sur les coléoptiles dépoissés qui est creux envelopper les premières feuilles de la germination. Donc on va exploiter ces documents-là pour ils représentent la croissance du coléoptile dans différentes conditions d'éclairement. Sur le schéma, on a séparé artificiellement par des traits pointillés des deux côtés de chaque coléoptile, notés A et B. Pour suivre leur croissance, on a tracé au début de l'expérience de petites marques équidistantes. Les conditions 1, l'extrémité d'un coléoptile est uniformément éclairée et après
24 heures, on aura l'aspect de coléoptile après croissance, on n'aura aucun changement ou bien absence de la phototropisme. Et pour les conditions 2, l'extrémité d'un autre coléoptile est éclairée unilatéralement, c'est-à-dire que la lumière apparaît à partir de ce côté-là. Et on aura l'aspect de ce coléoptile après croissance, on aura la formation d'une courbure vers la source de la lumière. Donc le document 2 représente le dosage de l'auxine produit dans des coléoptiles soumis à différentes conditions d'éclairement. L'extrémité d'un coléoptile est uniformément éclairée et on remarque que les points de part et d'autre de coléoptile, alors que dans les conditions 2, l'extrémité d'un autre coléoptile est éclairée unilatéralement et on remarque l'existence d'une forte concentration de l'auxine dans l'autre côté où se propage la lumière. Voilà ici le document 3 est fait d'un traitement à l'auxine, ou bien c'est l'abréviation de l'AIA, l'acide indole acétique. Voilà la longueur des cellules de coléoptile en micromètres. Chez un coléoptile non traité, alors que le coléoptile qui est traité avec l'auxine, on remarque un développement progressif de la longueur des cellules. Donc, sur la photographie ci-dessus, on voit des jeunes germinations du blé qui ont été placées à proximité d'une fenêtre. Donc, la source lumineuse elle est apparue de ce côté-là et on remarque la formation d'une courbure vers la zone éclairée ou bien vers la fenêtre. Donc, la question numéro 1, sur l'effet d'un éclairement unilatéral, la croissance d'un coléoptile est la même du côté éclairé que du côté non éclairé. Plus important du côté non éclairé que du côté éclairé. Nul du côté éclairé. Plus important du côté éclairé que le côté non éclairé. Donc, l'affirmation exacte, c'est qu'il est plus important du côté non éclairé que du côté éclairé. Donc, pour la deuxième question, si l'effet d'un éclairement unilatéral, la concentration de l'auxine dans un coléoptile est plus forte du côté non éclairé que le côté éclairé, plus forte du côté éclairé que le côté non éclairé, la même pour les deux côtés de coléoptile, nul du côté éclairé. Donc l'affirmation exacte c'est qu'il est plus fort dans le côté non éclairé que la face éclairée. Pour la troisième question, l'auxine est une hormone végétale qui provoque le raccourcissement des cellules d'un coléoptile, provoque une multiplication du nombre de cellules d'un coléoptile, provoque un allongement des cellules d'un coléoptile, n'a aucun effet sur la longueur des cellules d'un coléoptile. Donc l'affirmation exacte, c'est que l'auxine provoque un allongement des cellules d'un coléoptile. Et ici, j'ajoute une autre information, c'est que l'auxine, il ne travaille pas seulement, mais il agit en harmonie ou bien en collaboration avec des autres hormones telles que les cytokinines. Donc la question numéro 4. La croissance orientée d'un coléoptile s'explique par un allongement plus important des cellules du côté éclairé et donc une courbure en direction de la lumière. Un allongement plus important des cellules du côté éclairé et donc une courbure dans la direction opposée de la lumière. Un allongement plus important des cellules du côté non éclairé et donc une courbure en direction de la lumière. Donc c'est juste. Pour la cinquième question, la phototropisme est la capacité d'un organisme, plante ou bien papillon ou bien plancton, à s'orienter par rapport. Il s'explique par l'action d'un hormone végétal, l'axone. Le tropisme de coléoptile présente dans le document s'effectue dans la direction de la lumière. La lumière concentrait l'auxine, hormone végétal, du côté du coléoptile exposé à la lumière. Cela provoque une courbure du coléoptile en direction de la lumière.
Le tropisme des coléoptiles présenté dans les documents s'effectuait dans la direction opposée de la lumière. فهنا الاقتراح الصحيح هو B.